Alors, on s'imagine souvent que pour faire une révolution, il faut des idées hyper complexes, des théories incroyables. Mais en fait, parfois, un simple outil peut suffire à tout chambouler. Et c'est exactement l'histoire d'une table. Attention, pas une table en bois, mais un tableau, un simple tableau de chiffres. C'est cet outil qui a littéralement sorti l'éducation physique de l'ombre pour en faire une matière scolaire à part entière. Mais au fond, c'est quoi une matière sérieuse à l'école? Qu'est-ce qui fait la différence? Bon, bien sûr, il y a les programmes, une culture, mais la vraie clé, le nerf de la guerre, c'est l'évaluation. Il faut qu'elle soit juste, objective et surtout comparable d'un élève à l'autre. Et c'est justement là que tout coinçait pour l'EPS, l'éducation physique et sportive dans la France de l'après-guerre. Ok, pour bien comprendre l'ampleur du truc, il faut qu'on fasse un petit voyage dans le temps. Allez, on embarque pour la France des années 50. Et là, on découvre que l'évaluation en EPS, c'était, franchement, le chaos total, une vraie impasse. Imaginez un peu le tableau. Chaque école, et même chaque prof, y allait de son petit barème perso, de sa propre méthode. Du coup, un 15 sur 20 obtenu à Paris ne valait absolument pas la même chose qu'un 15 sur 20 à Marseille. C'était le grand n'importe quoi. Et cette situation, en plus d'être super injuste pour les élèves, eh bien, elle détruisait toute la crédibilité de la matière. Et cette citation, elle est terrible, mais elle dit tout. Elle vient d'un enseignant de l'époque et elle résume parfaitement le désarroi de toute la profession. Les profs se sentaient complètement paumés, sans aucun outil pour mesurer objectivement les progrès. C'était exactement ça. Ils avaient l'impression de travailler dans la nuit. Donc voilà, on a mis le doigt sur le cœur du problème. Sans un système d'évaluation fiable, standardisé, rigoureux, eh bien l'EPS était condamné. Condamné à rester la petite matière de seconde zone, celle qui ne compte pas vraiment, loin derrière les maths ou l'histoire. Il fallait absolument trouver une solution pour que tout le monde parle enfin la même langue, partout en France. Et c'est pile à ce moment-là, en plein milieu de cette crise, qu'une solution va émerger. Une solution un peu inattendue, portée par deux frères. Et leur invention, elle ne va pas juste éclairer un peu les choses, non, elle va carrément révolutionner la discipline de fond en comble. Ce qui est fascinant avec ces deux frères, c'est leur complémentarité. D'un côté, il y a Jean Le Tassier, l'homme de terrain, le prof d'EPS qui subit les incohérences du système au quotidien, et de l'autre, son frère Pierre, l'esprit mathématique, le cerveau qui va apporter la rigueur scientifique indispensable. C'est vraiment le duo parfait. L'un a identifié le problème sur le terrain, l'autre a construit la solution théorique. Et à partir de là, tout va aller très très vite. Le groupe de travail que Jean lance en 1952, 5 ans plus tard, en 57, il publie une première version de la fameuse table de cotation. Et à peine 2 ans après, en 1959, c'est la consécration. L'outil devient officiel pour les examens nationaux, y compris le bac. C'est fou, non? Mais alors concrètement, comment ça marchait, cette table? Le principe, il est d'une simplicité, mais c'est ça qui est génial. En gros, la table, c'est une sorte de convertisseur universel, un traducteur si on veut. On lui donne une performance brute, un temps 100 mètres, une distance au lancer de poids, n'importe quoi, et elle la transforme en une sorte de monnaie commune, une monnaie universelle, des points. Et pour les profs, c'était d'une efficacité redoutable. Fini le casse-tête des barèmes maison. Là, c'était simple. L'enseignant mesurait la performance, il jetait un œil à la table Letessier et hop, il obtenait un score. Un score juste et, surtout, comparable à celui de n'importe quel autre élève, n'importe où en France. D'un seul coup, on pouvait enfin comparer ce qui n'était pas comparable, des pommes et des oranges, ou plutôt un temps de course et une distance de lancer. Mais attention, l'impact de cette table va bien au-delà des simples cours d'EPS. En réalité, c'est toute la place de la discipline au sein de l'école qui va être bouleversée. Et ce tournant, il a une date, 1959. C'est une année historique. C'est l'année où, grâce à cet outil enfin fiable et rigoureux, l'EPS devient une épreuve obligatoire au bac. Rien que ça, c'est vraiment l'acte de naissance de sa légitimité académique. Ce n'est plus juste un passe-temps pour se défouler. Non, maintenant, ça compte pour le bac, le diplôme le plus important en France. Et évidemment, cette révolution est validée, adoubée par les plus hautes instances. L'inspecteur général de l'époque, Henri Talbot, salue un travail irréprochable sur le plan des mathématiques. Et c'est ça, la clé. C'est le sérieux scientifique, cette fameuse base solide et logique apportée par Pierre, le frère mathématicien, qui a convaincu toute l'institution. À partir de là, c'est un véritable effet domino. La table apporte la standardisation amène la légitimité, et cette nouvelle légitimité, elle permet de faire de l'athlétisme le sport de base à l'école. Ce qui, d'ailleurs, tombait à pic, car ça collait parfaitement avec la politique du gouvernement de l'époque de faire de l'école un lieu d'acculturation sportive pour toute la jeunesse. Bon, tout ça, c'est l'histoire. Mais aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en reste de cette révolution?
Quel est vraiment l'héritage de la table Lattesi? Alors là, il faut le dire, l'approche a complètement changé. On est passé d'un monde à l'autre. L'ère Lattesier, c'était vraiment le règne du quantitatif. On était obsédé par la mesure, le chiffre, la performance brute. Point final. Aujourd'hui, en EPS, on est beaucoup plus dans le qualitatif. On évalue de manière plus globale. On ne regarde plus seulement le résultat final, mais aussi comment on y arrive. La technique, les progrès, le parcours d'apprentissage, bref, le processus compte autant, si ce n'est plus que le produit. Parce que oui, il faut aussi être honnête et reconnaître les limites de cet outil, aussi révolutionnaire soit-il. En se focalisant uniquement sur la performance brute, la table a eu un effet pervers assez important. Elle a clairement favorisé les garçons. Des études l'ont montré très tôt, dès les années 60. En fait, en voulant créer une norme unique pour tout le monde, la standardisation a fini par creuser les inégalités, notamment entre les genres. Au final, toute cette histoire de la table Tessier, ça nous laisse avec une question qui est toujours aussi brûlante d'actualité. D'un côté, elle a prouvé qu'un simple outil pouvait donner ses lettres de noblesse à toute une discipline. Mais de l'autre, elle nous met face à un défi permanent. Comment est-ce qu'on évalue le corps, le mouvement sans le réduire à un bête chiffre? Comment on fait pour évaluer de manière juste, humaine, en voyant la personne dans son ensemble? C'est ce débat de fond absolument fondamental que la table a ouvert il y a plus de 60 ans et qui est loin, très loin d'être refermé aujourd'hui.